Bonjour à tous. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout fonctionne? Ça a l'air d'être très bien. Merci J'ai beaucoup. l'impression que c'est bon. Parfait. Simplement, vous préciser dans un premier temps, si vous avez des questions qui sont relatives à la présentation, à l'animation de Théo, posez-les dans l'onglet questions de manière à ce que vous puissiez ensuite voter. Et comme ça, nous, on aura les questions qui ont le plus de votes en haut et ça nous permettra de les poser directement à Théo. Je pense que la plupart d'entre vous sont assez familiers avec Shine, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, pour ceux qui arrivent aujourd'hui pour la première fois ici, donc Shine, c'est avant tout une application bancaire. C'est le compte pro des indépendants et des petites entreprises, le plus simple et le plus adapté à vos besoins possibles, mais c'est aussi un copilote administratif. Donc l'idée, c'est de vous accompagner et de vous aider à gérer votre mission le plus sereinement possible en vous aidant sur la partie administrative qui peut être lourde, polluante, difficile. Et donc on fait ça en deux volets. Le premier, c'est grâce à des fonctionnalités sur notre application, donc la possibilité de faire des factures, d'éditer des devis, de relancer vos clients et aussi grâce à des personnes, donc des personnes réelles, physiques, qui vous répondent en temps réel, donc 7 jours sur 7. Pas encore 24 heures sur 24, mais on essaie d'être le plus réactif possible. Et donc dans cet objectif, dans cette lignée de vous accompagner, on fait des webinars. Donc on se rend compte que notre communauté, elle a pas mal d'expertise à faire valoir. Donc, on essaye d'enrichir la communauté par la communauté. Et donc, dans cet objectif, il y a de ça un peu moins de 2 mois, on a commencé une série de webinars sur le thème marketing, communication. Donc, le premier, c'était sur Instagram avec Emmanuel. Le deuxième, c'était sur la ligne éditoriale avec Julien. Le troisième, sur la stratégie de contenu avec Pierre, que Théo connaît bien. Et donc aujourd'hui, on va répondre à la question comment structurer sa communication grâce à Théo ici présent. L'histoire de Théo est un peu particulière parce que quand on a fait un appel pour demander à notre communauté d'animer un webinar, Théo a gentiment répondu présent et quelques temps après, on a fait un autre appel qui cette fois avait un objectif différent, c'était d'enrichir notre équipe marketing. Et donc Théo a aussi répondu présent. Au final, ça l'a fait. Et aujourd'hui, Théo est notre collègue. Théo fait partie de l'équipe, donc c'est assez rigolo. Je vais le laisser se présenter peut-être un petit peu plus en profondeur et puis commencer tranquillement son animation. Si Théo, t'es prêt. Yes, carrément. Merci Virgile. Effectivement, du coup, je viens en tant que freelance, mais aussi maintenant membre de l'équipe Shine. Et puis, bien entendu, avec Pierre, que certains connaissent, on a monté la boîte numérique, où du coup, on donne pas mal de conseils, d'astuces, de retours d'expérience de nos activités de freelance, tous les deux. Et voilà, et Pierre, il est venu il y a déjà un petit bout de temps dans un webinaire Shine que vous pouvez retrouver sur YouTube, je crois bien. Parler de stratégie de contenu et de production de contenu, etc. Donc, comment on fait pour shipper beaucoup de contenu avec la boîte numérique. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre un petit peu, de prendre de la hauteur et de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour structurer sa stratégie digitale. Du coup, je vais vous partager la présentation que j'ai faite. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est qu'on ait un petit temps d'échange à la fin, si j'ai bien compris. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de rebondir si jamais vous n'avez pas forcément compris quelque chose ou si vous avez besoin de plus d'exemples, d'aller plus loin. Donc normalement, c'est bon. Vous devriez voir la présentation. Si tout va bien, je regarde juste. OK.
Donc, comme ce que j'ai rapidement dit au début, l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur. En fait, une des grosses problématiques aujourd'hui avec tout ce qui est digital, communication, outils, c'est qu'on a plein de choses à notre disposition et qu'on ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce qu'il faut raconter, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. On entend parler de beaucoup de choses. Et donc, l'objectif, c'est de recentrer un peu tout ça, de mettre de la cohérence et de savoir quoi faire étape par étape. Donc, de se dire, voilà, quand on est indépendant, quand on a une petite entreprise ou quand on est déjà en cours d'activité, qu'on se lance ou qu'on soit déjà en cours d'activité, l'objectif, c'est de pouvoir faire un peu un point, de regarder où on en est, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en plus comme action en place. Donc, moi, j'ai pensé cette présentation en 3 grosses étapes. Bien entendu, on peut présenter ça plein de façons différentes, mais moi, j'essaye de voir d'une façon chronologique. C'est-à-dire que demain, si vous vous lancez ou si vous êtes déjà lancé, mais vous n'êtes pas encore capable de savoir si vous avez bien structuré votre communication, moi, je conseille de passer par 3 grandes étapes. La première étape, en fait, c'est de se dire, est-ce que je suis bien visible et compris? En fait, c'est là où on va poser les bases et on va se dire, quand on me cherche, est-ce qu'on me trouve? Et ensuite, quand on me trouve, est-ce qu'on me comprend? La deuxième chose, c'est de créer une marque forte. Et donc là, quand je dis marque forte, c'est soit autour de sa marque, de la marque de son entreprise, et si on est indépendant, c'est-à-dire ou indépendante, c'est-à-dire créer un peu une marque, un personal branding. Et pour ça, il y a un peu les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que créer son personal branding, c'est un petit peu comme créer une marque forte, c'est juste que la marque dépend d'une personne. Et puis ensuite, on va chercher du trafic. Donc, entre guillemets, les 2 premiers piliers servent vraiment à faire en sorte que qu'on puisse nous trouver si on nous cherche et qu'ensuite, on crée de la sympathie, on crée un sentiment d'appartenance, on crée une relation avec les personnes qui nous trouvent. Puis ensuite, on va chercher ces personnes-là. Bien sûr, il y aura déjà un premier cercle qui sera amené à être en contact avec nous. Mais ensuite, on va mettre en place des actions de communication pour aller chercher du trafic. C'est bien important de comprendre qu'en fait, l'idée, c'est pas d'aller chercher du trafic au début et ensuite de les amener un peu dans un saut percé. Donc, bien entendu, il y a certains pros de la com qui pourront vous dire, il y a des approches qui peuvent être un peu différentes, comme le fait de dire, on va lancer tout de suite juste un compte Instagram et on va voir ce qui se passe. Ça peut être possible, ça peut être une stratégie. Généralement, il faut quand même être assez bon pour réussir à retomber sur ses pattes, etc. Moi, ce que je conseille, si vous avez déjà une activité qui est en place ou si vous êtes en train de la créer, c'est de passer par cet ordre assez pragmatique et assez logique, de poser les bases, puis ensuite d'aller chercher du monde. Allez, c'est parti. Donc, on va s'occuper de la première partie qui est être visible et compris. Donc, l'idée, au tout début, quand vous lancez votre communication ou quand vous y réfléchissez, c'est de répondre à ces 2 questions donc, de façon positive. Donc, c'est quand on me recherche, est-ce qu'on me trouve? Ou quand on recherche mon entreprise, ma marque, etc., est-ce qu'on me trouve? Et quand on me voit, est-ce qu'on comprend ce que je fais, ce que je propose? Donc, pour ça, il y a 2 choses. Il y a à la fois sur quel support il faut être présent et qu'est-ce qu'il faut raconter sur ces supports-là. Moi, ce que je conseille généralement, et ce que le combo parfait, je trouve, c'est d'avoir un site internet, Google My Business et d'être présent sur 1 ou 2 réseaux sociaux. Je vous explique pourquoi. Le site internet, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir adapter complètement par rapport à vous. Donc, j'ai un peu tendance à dire que c'est la colonne vertébrale de votre communication, dans le sens où vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, avoir le fonctionnement que vous voulez. Bref, vous avez totalement la main dessus. Comparé aux réseaux sociaux, à Google My Business et à plein d'autres options possibles, où là, c'est sur des plateformes et votre compte va ressembler plus ou moins à n'importe quel compte, c'est-à-dire qu'il y a déjà des mécanismes en place. Le site internet, bien entendu, on retrouve aussi des codes qui reviennent sur quasiment tous les sites internet, mais vous avez globalement totalement la main dessus, c'est-à-dire que vous pouvez refléter exactement qui vous êtes dessus, rajouter des pages si vous voulez, etc. Ensuite, Google My Business, je conseille vraiment d'être dessus parce que c'est ultra puissant. C'est-à-dire que quand on recherche sur Google, les résultats Google My Business sont de plus en plus présents. Initialement, c'était surtout pour présenter et pour qu'on puisse trouver facilement les établissements d'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, si on tape cours d'anglais à Paris, eh ben, on va tomber sur les organismes ou les indépendants qui proposent des cours d'anglais à Paris, directement dans la fonction recherche de Google ou alors sur Google Maps. Parce qu'initialement, Google My Business, c'était présent sur Google Maps.
Ensuite, les réseaux sociaux, pourquoi je conseille un ou deux? Parce que, bien entendu, tous les supports sont des occasions de se faire connaître. On est bien d'accord. Donc, là, on va pas se leurrer. C'est-à-dire que si vous me dites, oui, mais on peut être présent sur 15 réseaux sociaux, oui, on peut être présent sur 15 réseaux sociaux. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est d'être bien présent sur un ou deux réseaux sociaux. C'est tellement chronophage, ça prend tellement de temps que bien souvent, la principale erreur consiste à vouloir être partout. Au lieu d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram, c'est d'en avoir 1000 sur Pinterest, 700 sur Instagram, 500 sur Facebook, 1000 sur TikTok. Là, on se disperse, ça prend beaucoup de temps. Et moi, je conseille vraiment de consacrer son énergie à un ou deux réseaux sociaux. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça et que je vous ai expliqué un peu la stratégie, pour créer votre site internet, là, l'idée, c'est de vous donner un peu les outils, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin une fois qu'on s'est dit ça, site internet, Google My Business et réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux choisir, comment faire son site internet, etc. Le site internet, après, je pourrais rentrer dans des niveaux de granularité un petit peu plus développés aussi dans les questions. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions, à en poser et puis ensuite à voter aussi pour celles qui vous intéressent les plus parce que on pourra aller un peu plus loin. L'idée, c'est là, en une demi-heure, de vraiment comprendre toute cette stratégie de communication et de rentrer dans le détail de ce qui vous intéresse pendant la phase de questions. Pour créer votre site internet, rapidement, moi, ce que je vous conseille, c'est donc d'en être propriétaire. Et pour en être propriétaire, eh bien, l'idée, c'est de passer via un service d'hébergement comme OVH ou O2Switch, qui sont relativement assez simples. Et en fait, avec ces services d'hébergement, vous pouvez créer et installer WordPress en un clic. C'est-à-dire que vous n'avez pas de manipulation technique à faire. Vous tapez OVH plus WordPress ou O2Switch plus WordPress, vous allez directement tomber sur la bonne page de ces services-là et vous allez avoir tout un parcours qui va vous dire qu'est-ce que vous voulez comme nom de domaine, voilà votre hébergement, est-ce que vous voulez installer WordPress. Et donc, en faisant ça, vous allez après avoir un back-office qui vous permet de créer un site internet. Vous avez d'autres options. Là, moi, c'est ce que je vous conseille. J'ai rajouté Elementor parce que c'est un constructeur de page qui vous permet de construire votre site internet. Vous avez d'autres options. Vous pouvez passer via des services où vous ne serez pas directement propriétaire de votre site. Donc, c'est l'équivalent de Wix, Squarespace, etc., etc. Moi, je vous ai mis Squarespace parce que je le trouve relativement simple et bien fait comparé à des Wix ou autres. Vous avez l'option, et je vois qu'il y a marqué ça dans le chat, aussi de passer via des développeurs. Bien sûr, c'est une bonne option. C'est-à-dire que votre site ne sera jamais aussi bien fait que si vous passez avec un développeur. Ça, c'est même pas une question, c'est une évidence. Par contre, il faut aussi comprendre qu'il y en a qui ont des budgets réduits au début ou qui vont avoir besoin d'être assez rapides pour faire des prototypes, d'avoir la main dessus, etc. Donc, l'idée, c'est aussi au début de votre stratégie, à moins que vous ayez un gros budget et du temps à consacrer, etc., même si, encore une fois, il y a des tarifs qui vont de tout au double, au triple pour les développeurs, mais c'est quand même d'être capable d'aller rapidement, de faire des premiers prototypes et éventuellement après, quand vous avez une belle perception, une belle idée de ce que vous voulez, de faire appel à des développeurs pour consolider votre site internet. En attendant, moi, je trouve que ça reste des bonnes options aussi d'installer soit WordPress, soit d'utiliser des services tiers. Et si vous utilisez un service tiers, je ne suis pas payé par eux, je vous conseille Squarespace également. Ensuite, site internet, qu'est-ce qu'il faut mettre comme contenu, comme page sur votre site internet? Sur votre site internet, il faut au minimum avoir, et là, quel que soit votre service, que vous soyez indépendant, etc., indépendant que vous ayez une entreprise avec plusieurs employés, c'est d'avoir une page d'accueil, une page service ou produit, ça dépend ce que vous proposez, une page portfolio, en gros, ça vous montre ça montre le travail que vous avez fait, et ça peut être une page portfolio / témoignage, etc. Une page à propos pour raconter un peu qui vous êtes, ce que vous faites, votre différence. Et puis une page contact ou en tout cas qui a un moyen de vous contacter facilement. Vous verrez après, je vous donne un lien pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de ressources pour créer votre site internet, quoi mettre dessus, quoi raconter exactement sur chaque page. L'idée, encore une fois, de ce site internet, c'est de poser les bases. Ensuite, Google My Business, c'est gratuit. Je pense que ça le restera comme la plupart des services Google. C'est juste que eux, bien entendu, se servent du trafic pour faire de la publicité, pour comprendre un peu quand même le business model et récupérer des données.
Donc, c'est un outil qui est gratuit. Il suffit de taper Google My Business sur Google ou normalement sur un autre service, ça sera le premier lien. Et là, vous pouvez, à partir de cet outil, créer une fiche Google My Business. Une fiche Google My Business, c'est ce que je vous racontais. Si vous voulez taper restaurant Paris, restaurant Bordeaux, restaurant Biarritz, qui est une magnifique ville dans laquelle je suis, ou ne serait-ce que cours d'anglais à Paris ou dans une autre ville, vous allez voir un petit encart Google My Business dans Google. Donc, ça va vous créer une fiche. Quand on va vous chercher ou quand on va chercher, faire une recherche générique, par exemple cours d'anglais, si vous êtes professeur d'anglais, quand on va taper cours d'anglais, vous allez potentiellement être visible dans un petit encart où ça met les différents cours d'anglais dans la localité de la personne qui cherche. Ou alors, vous allez, si on tape votre nom exact, avoir une fiche qui s'affiche sur la droite. Si vous voulez faire un test, tapez votre restaurant préféré, vous verrez, normalement, ils ont une fiche Google My Business sur la droite. L'idée, c'est que ça renforce votre présence sur Google. Et on ne va pas se mentir, les recherches sur Google, ils ont quasiment le monopole en France, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% des clients qui recherchent sur Google aujourd'hui. Donc, c'est hyper important d'utiliser cet outil qui vous permet d'être beaucoup plus visible. Ensuite, sur Google My Business, ça reste quelque chose de très bien structuré, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'option de faire ce que vous voulez dessus, c'est-à-dire on vous demande des infos et ensuite ça s'affiche d'une façon très structurée. L'idée, c'est de remplir au maximum vos infos. Plus votre profil il est rempli, plus il a d'ancienneté, mieux il va apparaître dans Google. Donc, il y a encore pas mal de changements d'algorithme et puis c'est un savant mix, c'est comme le référencement naturel. Il y a plein de choses, on n'a pas exactement la recette parfaite et personne n'en a vraiment connaissance. Par contre, on sait que plus on remplit d'infos, plus on a de chances que ces informations-là moulinent dans les algorithmes et nous permettent d'être visibles. Et plus on a d'ancienneté dans notre fiche, plus Google va nous mettre en avant aussi. Donc, si vous n'avez pas créé votre fiche Google My Business, je vous conseille de le faire dès qu'on a terminé ce webinaire et de remplir le maximum d'infos possible. Ensuite, quelque chose qui est très important avec Google My Business, c'est d'aller chercher des avis. Parce que bien entendu, quand je vous ai dit taper cours d'anglais Paris, il y a un classement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de fiches que de résultats qui sont affichés par Google. Ce classement-là, il est fait en fonction de plusieurs choses, c'est-à-dire l'ancienneté, le nombre, à quel point la fiche et le profil Google My Business est complet, mais aussi quels sont les avis des personnes. Et donc, l'idée, c'est d'aller régulièrement chercher des avis et au début, d'aller chercher des avis de personnes qui sont déjà passées par vos services ou qui connaissent la valeur de ce que vous faites. Donc, ce qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez créé cette fiche Google My Business, vous allez avoir l'option de partager un formulaire, comme il le dit Google. Et en fait, ce formulaire permet à n'importe qui de vous mettre un avis. L'idée est d'aller chercher des avis de personnes qui ont déjà travaillé avec vous et ensuite d'inclure ça dans votre process. Ça peut paraître tout bête, mais en termes de stratégie de communication, ça va être beaucoup plus important de faire ça que, par exemple, de publier une fois de plus par semaine sur Instagram. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être visible et de rassurer les personnes qui veulent passer avec vous pour un service ou avoir des produits. Donc, les avis, super importants sur Google My Business, sachant que ces avis-là vous permettront aussi derrière de les réutiliser sur votre site internet, par exemple, si vous voulez aller chercher des témoignages. Et au moins, ils seront visibles. Et puis ensuite, les réseaux sociaux. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, ce que je conseille, c'est d'en avoir un qui est indispensable. C'est-à-dire que souvent, en fonction de son métier, il y en a un qui est indispensable. Voilà. Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Alors, Facebook, le problème, c'est qu'on est de moins en moins visible dessus, comme Instagram aussi un petit peu. Mais l'idée, c'est de vous dire, il y a forcément un indispensable dans votre métier. Si ce n'est pas le cas, c'est plutôt sur quel grand réseau, généralement, il faut être visible. Où sont vos clients? Encore une fois, la question qu'il faut se poser pour les réseaux sociaux, c'est par rapport aux clients. Où est-ce qu'ils sont, ou vos prospects, c'est-à-dire où se trouve votre cible? Est-ce que si vous visez les jeunes, c'est intéressant d'aller sur Facebook alors que vous allez être beaucoup plus en contact avec eux via TikTok? Est-ce que si vous êtes designer, ça vaut plus le coup, quand je dis designer, par exemple, si vous faites du design d'intérieur, est-ce que ça vaut plus le coup d'être sur TikTok que sur Instagram? Je ne crois pas. Donc, il faut vraiment regarder par rapport à votre cible. Et moi aussi, c'est ce que j'appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont avoir tous un potentiel plus ou moins gros. Et c'est un peu ce que j'ai mis avec, si vous voulez, en deuxième, un qui représente une véritable opportunité.
Et en fait, un qui représente une véritable opportunité, c'est que vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Pinterest qui vont avoir un taux de portée organique qui est beaucoup plus gros. Aujourd'hui, si vous avez 100 personnes qui like votre page sur Facebook, si vous faites un post, vous n'allez pas avoir 100 personnes qui vont voir votre post. Et c'est pareil sur n'importe quel réseau social. Mais par contre, sur LinkedIn, vous allez avoir beaucoup plus de personnes, s'il y en a 100 qui sont abonnés à votre compte ou qui sont en relation avec vous, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont voir votre post de base dès que vous postez sur LinkedIn plutôt que sur Facebook. Et donc, les taux de portée organique, comme ils sont un peu différents, et vous pouvez rapidement voir, en fait, c'est plus un réseau est saturé, plus il y a du contenu à montrer aux utilisateurs, plus c'est difficile d'être visible. Donc, Facebook, c'est un réseau qui est extrêmement mature. Il y a beaucoup de gens qui postent, il y a beaucoup de gens qui sont présents, donc c'est difficile d'être visible. Comparé à LinkedIn, qui est un peu plus jeune et qui maintenant commence à avoir de plus en plus de contenu, mais où il y a un taux de portée organique qui est encore plus gros. Voilà, donc l'idée, c'est de vous dire, est-ce qu'il y a un indispensable dans mon métier? Si oui, il faut que je sois présent dessus. Et ensuite, est-ce qu'il y en a un qui représente une véritable opportunité? Ça peut être le cas, c'est-à-dire il peut y en avoir un qui représente une véritable opportunité et qui est indispensable. Bingo, vous avez votre réseau social sans vous poser aucune question, il faut aller dessus. N'en prenez pas plus de 2, sauf si vous êtes community manager spécialisé dans 4 réseaux sociaux, par exemple. Alors, ça ne fait plus vraiment spécialisé, mais l'idée, c'est de ne pas perdre du temps. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est ultra chronophage. Ce qui est énormément mis en avant et apprécié par les algorithmes, c'est la régularité, c'est l'interaction avec les personnes avec qui vous êtes. Ne perdez pas trop de temps avec les réseaux sociaux parce que vous avez votre métier à faire et vous avez d'autres actions de communication aussi à mettre en place. L'idée, encore une fois, et je peux vous parler de la boîte numérique avec Pierre, on est quand même dans le digital et la communication depuis un bon bout de temps. Et nous, on a créé un compte Instagram un peu parallèle par rapport à ce qu'on fait. Et c'est le seul réseau social qu'on a et on fait des mèmes dessus. Et si vous allez regarder le webinaire de Pierre qui est disponible sur la chaîne YouTube de Shine, vous allez voir qu'on a défini une façon de créer notre contenu sur Instagram pour pas que ça nous fasse perdre du temps. Alors, maintenant qu'on a parlé des plateformes, pour le site internet, avec Pierre, on a créé une formation qu'ensuite on a mis gratuite pour tout le monde avant qui était payante et qu'on a passé gratuite. Si vous récupérez le document que vous avez sur la boîte numérique.fr, vous pouvez tomber dessus. Et là, il y a plein de vidéos, ça vous explique quoi mettre sur les pages, comment faire chaque chose, etc. Vous pouvez y aller. Si vous récupérez les slides, vous pouvez cliquer sur la slide et ça vous emmènera directement sur la bonne page. Maintenant qu'on sait à peu près sur quel support être présent, qu'est-ce qu'il faut raconter? Alors, généralement, en fait, il faut raconter, je dirais pas la même chose, mais il faut répondre à des questions de base. Encore une fois, là, on est dans les bases. L'idée, c'est d'être visible et d'être compris. Donc, les questions auxquelles il faut répondre, c'est à chaque fois celle-ci. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Pour qui je le fais? Donc, quelle est ma cible? Est-ce que la personne qui regarde ce que je fais se dit, tiens, ça peut être pour moi? Comment est-ce que je le fais? C'est quoi ma marque de fabrique? Est-ce que je le fais différemment que quelqu'un? Est-ce que j'ai un petit plus? Pourquoi je le fais? On va discuter ensuite quand on va parler d'être remarqué et remarquable et de réussir à créer une sympathie, etc., à expliquer aux personnes auprès de qui on communique pourquoi on fait les choses. C'est ultra puissant et ça permet d'imprimer beaucoup plus fort sa marque ou son personal branding plutôt que d'expliquer qu'est-ce que je fais. Mais il faut quand même répondre à ces questions. Qu'est-ce que je fais? Pour qui je le fais? Comment je le fais? Ensuite, pourquoi je le fais? Quelles sont mes précédentes réalisations références? Donc là, on revient un peu sur le site internet. On se disait que les témoignages, le portfolio, etc. Bah ça, en fait, qu'on soit sur son site internet, il faut un onglet témoignages ou portfolio. Qu'on soit sur Google My Business, bah, l'équivalent, c'est quoi? C'est les avis. Et qu'on soit sur les réseaux sociaux, et bah, de temps en temps, si on est sur Instagram, c'est partager une story d'un retour client, c'est de mettre un post avec une précédente réalisation ou un produit qu'on propose, etc. Et puis ensuite, bien entendu, ne jamais oublier comment me contacter, travailler avec moi. Il faut vraiment vous dire que ce n'est pas aux personnes qui sont en relation avec vous, ce n'est pas à ces personnes-là de deviner comment vous contacter. Il faut vraiment vous dire, OK, quand quelqu'un voit ce que je fais, comment lui faciliter le fait de prendre contact avec moi. Et donc ça, sur votre site internet, c'est régulièrement qu'il y ait tout le temps un bouton contact, me contacter, faire un devis, prendre rendez-vous pour discuter de votre projet, voilà, qu'il soit visible partout. Et pareil sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier de mettre dans la description, dans la bio, à n'importe quel endroit possible, quand même le moyen de vous contacter.
L'idée, c'est pas de faire du forcing, mais c'est qu'à tout moment, on puisse facilement prendre contact avec vous. Ensuite, un dernier petit point sur que raconter. On va aller un peu plus dans le détail après dans la deuxième partie, mais il faut absolument éviter le jargon et les mots compliqués. Dites-vous bien que vos clients, s'ils travaillent avec vous, c'est parce que, alors, non seulement ils n'ont pas le temps, mais surtout parce qu'ils ne savent pas le faire. Donc, s'ils ne savent pas le faire, c'est qu'ils ont besoin de vos compétences et de vos connaissances. Donc, si vous utilisez des mots qui ne vont pas être compris par eux, bah, ça n'a aucun intérêt, si vous voulez. Parce que s'ils peuvent le comprendre, au final, ils vont le faire eux-mêmes. Ils vont être capables de se renseigner eux-mêmes. Ils vont y aller petit à petit. Donc, évitez le jargon. Essayez d'être super pédagogue dans ce que vous racontez. C'est hyper important. C'est souvent ce qu'on raconte aussi dans le milieu startup. C'est-à-dire que si votre grand-mère ou votre grand-père peut comprendre ce que vous faites, ou vos parents, dans ce cas, ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Si au contraire, ils ne comprennent rien, c'est qu'il faut encore simplifier le discours. Une chose très importante, c'est que là, on parle de la base, mais peut-être que petit à petit, la tentation va vous gagner. Vous allez vous dire, OK, j'ai envie d'avoir quand même plus de réseaux sociaux, etc. J'aimerais bien faire ça en plus, rajouter telle page en plus sur mon site internet. Et puis, en parallèle, j'ai toujours pas fini de poser les bases, mais de lancer une action de communication, genre en faisant un partenariat sur les réseaux sociaux ou autre. Ce qui compte, c'est de garder une cohérence à chaque fois. Il faut vraiment vous dire qu'il faut une cohérence globale, qui soit textuelle ou visuelle. Pour ça, je vous invite vraiment à aller regarder le webinaire qui a été fait par Julien, qui parle de ligne éditoriale, qui va à la fois vous parler de comment vous différencier, mais surtout comment garder une cohérence là-dessus. Pareil, le lien, si vous récupérez la slide, ou alors si vous allez sur la chaîne YouTube de Shine, vous allez pouvoir voir ce webinaire et ça va vous aider à créer une structure éditoriale où vous allez vous dire, OK, j'utilise ces mots-là, voilà quelles sont à peu près mes couleurs, voilà comment on peut m'identifier, etc. Ce qui compte, c'est d'avoir une cohérence globale, histoire que quelqu'un qui ne soit pas sur vos réseaux sociaux, après aille sur votre site internet et se dise, mais attends, est-ce que c'est bien la même chose? Est-ce que c'est ce que j'avais vraiment vu, etc. Il faut vraiment vous poser un moment et vous dire, OK, c'est ces mots-là que je vais utiliser, c'est ce type de couleur que je vais utiliser, et ça va vous permettre ensuite de plus vous poser de questions quand vous allez vous dire bah, comment est-ce que je dis ça ou quelle couleur j'utilise pour tel visuel, etc. Ça va vous permettre d'avoir un univers global et de garder une cohérence qui va faire du bien pour vos clients et vos prospects et qui, vous aussi, va vous permettre de gagner du temps. Pareil, Pierre en parle aussi dans son webinaire, de vraiment, une fois qu'on a ces petits paramètres en tête, on peut produire du contenu beaucoup plus rapidement et donc on perd beaucoup moins de temps dans sa communication. Parce qu'on n'oublie pas que, à part pour quelques professionnels, ça reste quelque chose à faire en plus de son cœur de métier. L'idée, toujours pareil, c'est que l'idéal, c'est quand quelqu'un voit un post, une illustration, un texte, bref, une communication de notre part, on sait qui est derrière. Hop, c'est ce que je vous disais, vous pouvez aller récupérer le webinaire ou aller le voir en tout cas sur la chaîne YouTube de Shine. Une fois qu'on a fait ça, on a posé les bases. Donc, en gros, quand on va nous rechercher sur Internet, on va pouvoir nous trouver, on va pouvoir rentrer en contact avec nous, que ce soit via le site Internet, via les réseaux sociaux, via Google My Business aussi, qui redirige vers les bonnes choses à chaque fois. On va pouvoir avoir plus d'infos. Donc, on a posé les bases. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on est visible et qu'on est compris, comment est-ce qu'on fait pour que la personne s'identifie à nous? Comment est-ce qu'on fait pour qu'un client se dise, je vais passer via cette marque, via cette entreprise, via cet indépendant ou cette indépendante, et pas quelqu'un d'autre. Bien entendu, il y a une histoire de positionnement. Aujourd'hui, on va parler de communication. Le positionnement, c'est quelque chose de stratégique. Donc, il y a votre positionnement de base, mais ensuite, comment est-ce que vous faites pour vous démarquer? L'idée, c'est qu'il faut bien comprendre, et ça, je vous donne juste après une vidéo que je vous recommande vraiment d'aller voir. Je trouve qu'elle est la meilleure vidéo pour comprendre cette histoire un peu de se démarquer et de comment faire pour se démarquer. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, un prospect, un client, etc., va toujours se tourner vers une marque, une personne ou une solution qu'il aime ou qu'elle aime et à travers laquelle il ou elle se reconnaît. C'est hyper connu, c'est de la psychologie, c'est totalement logique. C'est qu'on se dit forcément, j'ai envie de travailler avec quelqu'un que j'apprécie, avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, etc. Donc, bien entendu, il y a une histoire de qualité du service, mais il y a aussi une histoire de est-ce que je me reconnais là-dedans? Et il y a une vidéo que peut-être certains connaissent et Julien avait commencé à en parler, c'est la vidéo de Simon Sinek qui s'appelle « How Great Leaders Inspire Action » et qui est souvent renommée « Start with Why ». Désolé pour mon accent.
Mais l'idée de Simon Sinek et ce qu'il développe à travers cette vidéo qui dure, c'est un TED Talk qui dure un peu moins d'une vingtaine de minutes, c'est qu'il dit il faut centrer votre communication autour de pourquoi, c'est-à-dire pourquoi vous faites les choses. Et donc, en fait, vous avez 3 niveaux de communication. Vous pouvez expliquer ce que vous faites, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Et en fait, c'est toujours plus puissant d'expliquer pourquoi on le fait et ensuite de développer son service et son produit en disant comment est-ce qu'on parvient à sa mission de base qui est le pourquoi et ensuite qu'est-ce qui en découle, quels sont mes produits ou mes services. Et cette vidéo, elle permet vraiment d'aller plus loin, de bien comprendre. Il y a quelques exemples. Il donne l'exemple d'Apple, par exemple. Et donc, dans l'exemple d'Apple, il va dire à gauche, ça va être les concurrents d'Apple qui vont dire nous construisons des ordinateurs. Et à droite, Apple va dire nous créons des outils pour que les rebelles de ce monde challengent le statu quo. Voilà, bien entendu, on pourrait le tourner de façon différente, mais Apple, en fait, ce qui dégage, et encore une fois, Simon Sinek l'explique super bien, c'est qu'ils disent pas nous on fait des ordinateurs ou autre, ils disent nous on crée quelque chose parce qu'on a une mission, on a envie d'aller plus loin. Et ça, c'est beaucoup plus puissant pour l'achat plutôt que de dire juste ce qu'on fait. Et même pourquoi on est les meilleurs. C'est-à-dire qu'on peut dire pourquoi on est les meilleurs, mais quand on explique la base de sa mission, ça permet aux gens vraiment de se centrer autour d'une même mission et de se dire, OK, peu importe le service ou le produit, cette entreprise ou ce freelance ou cette freelance a vraiment une mission et moi, je m'identifie à cette mission. J'ai vraiment l'impression que la personne, elle est là parce qu'elle a une vocation et donc l'idée, c'est d'y aller. Bien entendu, ça se trouve, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, c'est mon métier, c'est pas une vocation. Je pense que déjà, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement, on a quand même un petit quelque chose en plus qui nous anime. Et l'idée, c'est d'essayer d'aller le creuser. Donc, bien entendu, là, moi, je vous donne des pistes pour aller plus loin dans votre communication. Vous n'êtes pas obligé dans votre communication de vous dire « bah mince, j'ai pas de pourquoi, je peux pas en parler dès maintenant ». L'idée, c'est plutôt de vous poser des questions et de vous dire « ok, comment est-ce que je fais pour creuser ça ?» et aller plus loin dans le pourquoi. Et du coup, c'est ce que je vous ai mis ici. C'est quoi votre mission? C'est quoi le sens que vous donnez à votre travail? Ensuite, comment est-ce que vous faites pour que votre travail soit unique, qu'il y ait des choses qui aillent plus loin? Et ensuite, quoi? Ça veut dire, c'est quoi vos services? Ça débouche sur quoi? Exactement, Virginie, c'est sa raison d'être, mais l'idée, c'est sa raison d'être professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir une mission, personnelle qui est détachée de ça. Quand on est entrepreneur, souvent, ça peut s'entrecroiser et ça se recoupe. Mais l'idée, c'est la raison d'être professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus? Pourquoi notre entreprise propose tel ou tel service? Je vous ai mis un autre exemple ici. Pareil, vous pourrez tout retrouver dans les slides. Entre quelqu'un, moi, j'ai fait beaucoup de stratégie digitale et j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs. Avant d'intégrer Shine, je suis tout nouveau chez Shine, mais voilà, on peut dire je propose du coaching en stratégie digitale. On peut dire je veux aider chaque entrepreneur à vivre de son activité pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Encore une fois, chacun a son esprit critique, mais moi, à droite, ça me semble beaucoup plus quelqu'un qui va me raconter ça. Je vais avoir beaucoup plus envie de travailler avec cette personne plutôt que la personne à gauche. Et pourtant, au final, le service proposé va être le même, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit quelque chose en plus qui va me créer un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort avec une personne qui va tenir le discours qui est à droite. Je vous ai mis un autre exemple que j'aime beaucoup, Back Market, qui est un vrai cas d'école en communication. Certains connaissent peut-être, d'autres peut-être non. Il suffit de taper Back Market et vous allez tout de suite trouver sur Internet. C'est un gros e-commerce qui propose des produits reconditionnés et donc qui est maintenant une énorme boîte. Hein. Donc, vous pouvez aller voir ce qu'ils font. On peut se dire c'est fun, mais moi, je peux pas me permettre. Eux, ils sont énormes, ils sont en train de grossir. Il faut vraiment vous dire que c'est possible de quand même d'avoir cette communication. Toujours pareil par rapport à votre positionnement à voir par rapport à votre cible, mais dans l'optique d'expliquer pourquoi. Par exemple, ça sur la page d'accueil de Back Market, on peut voir donc cette petite citation et surtout en dessous, vous avez Back Market est une boutique de lutte contre l'obsolescence programmée. Ils vous disent pas Back Market est une boutique de produits reconditionnés. Non, ils vous disent que c'est une boutique de lutte contre l'obsolescence programmée. C'est beaucoup plus puissant et ça permet finalement de créer une image de marque beaucoup plus forte. Il y a un chien qui crie dehors. Si vous l'entendez trop, dites-moi, je mettrai mes écouteurs. Hop. Ensuite, un autre exemple, je vous mets Nike. C'est un très bon exemple aussi. Nike, généralement, dans leur publicité et notamment récemment, ils sont vraiment très, très forts. Je vais essayer de mettre mes écouteurs
pour voir si vous entendez moi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si c'est le cas. Ok, super. J'espère que vous ne l'entendrez plus. Donc voilà, Nike, c'est un très bon exemple aussi. Si vous regardez les dernières vidéos de Nike, elles sont très parlantes. Ils ne parlent pas de leurs produits. Ils parlent de pourquoi ils existent, pourquoi ils font ça. Et en fait, ils disent à chaque fois, on va repousser les limites. On va aller plus loin et on va vous aider à franchir des barrières. Voilà, il n'y a pas de barrière. On peut aller aussi loin qu'on veut. On peut être au niveau sportif, voilà, s'accomplir, etc. Et donc, eux, c'est ça leur message. Et ils disent pas, on a la meilleure technologie. Bien entendu, sur leur site, ils vont développer ça, ils vont en parler. Mais leur message principal est centré autour du pourquoi. Pareil, je vous donne l'exemple de Marketing Flow qui a été monté par Pierre, avec qui je fais la boîte numérique et qui était dans un webinaire il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas en termes de timing. Sur le site internet, ils ont créé un service justement pour aider à monter en compétence autour du growth hacking, une super newsletter qui s'appelle les petits hacks marketing. Puis ensuite, ils ont été plus loin, ils ont créé une bibliothèque de méthodes growth et puis ensuite un accompagnement. Et sur leur page d'accueil de leur site internet, pareil, vous pourrez aller voir ce qu'ils font. Eh bien, sur la page d'accueil, ils ont un encart qui s'appelle « Pourquoi on fait ça ?» Et ils expliquent toute leur démarche. Ils expliquent pourquoi ils le font. Et ensuite, il y a moyen d'aller plus loin avec un manifesto, etc. Donc, toujours pareil, je vous parlais de poser les bases. Maintenant que vous avez posé les bases, vous pouvez travailler sur votre marque et votre discours. Et travailler sur votre marque et votre discours, c'est aussi ensuite mettre des choses sur votre site internet, rajouter des pages comme le manifeste, etc. Un dernier pour la route, vous pourrez retrouver tout ça, mais ça m'a semblé, c'est un exemple que je trouvais très marrant. Quelqu'un qui fait du stop, cette photo, elle est assez connue, elle peut dire où elle va ou alors pourquoi elle y va. Voilà. Et c'est toujours pareil, l'idée, c'est de se dire, OK, la personne à droite qui va dire qu'elle rentre pour l'anniversaire de sa maman, on a beaucoup plus envie de s'arrêter pour la prendre en stop. Ensuite, là, on a parlé de travailler le pourquoi. J'aimerais bien faire une toute petite aparté sur le storytelling. Encore une fois, on est dans la stratégie de communication. Donc, l'idée, c'est ensuite éventuellement dans les questions de rentrer plus dans la granularité, d'aller un peu plus loin. Il y a un très bon exemple de storytelling, ça s'appelle Respire, Justine Hutto, qui a monté sa marque alors qui a cofondé une marque de soins cosmétiques et qui a fait un énorme buzz à l'époque avec sa vidéo d'ailleurs sur LinkedIn. On parlait de portée organique. La portée organique a été énorme alors que c'est un produit B2C, on pourrait se dire LinkedIn B2B, mais au final, ça a été une opportunité énorme d'être sur LinkedIn. Eh bien, Justine, elle a posté cette vidéo et dans cette vidéo, non seulement elle présente son produit et pourquoi elle le fait, mais aussi tout un storytelling. Donc, quand vous allez essayer de créer une marque qui est forte ou un personal branding qui est fort, il faut pas hésiter à mettre les choses en perspective, à expliquer la chronologie des choses, à aller un peu plus loin et à donner du contexte parce que ça permet tout ça de créer une relation, de créer de la sympathie avec une marque ou avec une personne. Ensuite, une petite pincée de sel. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer pour créer une marque forte pourquoi on fait les choses. Ensuite, de remettre du contexte avec du storytelling. Et bien entendu, tout ça s'entrecroise. Et puis ensuite, la petite pincée de sel, on pourrait dire que c'est du copywriting, etc. Mais l'idée, c'est d'aller encore un petit peu plus loin et de vous donner quelques petits exemples pour vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour aller un peu plus loin dans votre communication. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître si on ne voit pas mon nom? Qu'est-ce qui me distingue d'une autre marque, d'une autre personne? On parlait de Back Market. Back Market, ils sont vraiment super forts pour ça. Ils ont un petit côté décalé et surtout à chaque fois des petites choses qu'ils rajoutent. Par exemple, ils ne mettent pas nos meilleures ventes, ils vont mettre poids lourd. Et donc, sur leur site internet, c'est que des petites choses comme ça qui sont super. Regardez, là par exemple, j'ai pris un screenshot de Back Market et l'idée, c'est de vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour, comme Back Market ou comme d'autres marques, avoir ces petites choses sur vos supports digitaux qui permettent de créer soit de la sympathie, soit qu'on vous reconnaisse, etc. Mais ces petites choses qui font votre différence parce que vous pouvez dire pourquoi, vous pouvez dire, vous pouvez créer un beau storytelling, etc. Mais derrière, il faut réussir à le retransmettre ensuite dans plein de petites choses. Et c'est ce que Back Market arrive très bien à faire aussi sur son compte Instagram. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Mais là, par exemple, eux, ils ont une façon de faire à chaque fois. Je vous ai entouré en rouge. Là, on ne voit pas très bien au-dessus. Mais là, on peut voir sur leur slider de la page d'accueil. Voilà, ils vont mettre l'iPhone 12 dispo sur apple.com, mais tous les précédents iPhones sont ici, toujours aussi quinqui et garantis.
Et donc, au final, ça, c'est des tout petites choses, mais qui permettent de marquer petit à petit et de créer ce petit quelque chose où on se dit, ah, eux, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On achète chez eux. Pareil, nous, c'est quelque chose où on a pas mal travaillé sur la boîte numérique et parce qu'on s'est dit, on a envie de créer ce site aussi pour se marrer. Voilà, ce qu'on a fait, c'est que pour récupérer les adresses email, on s'est mis à mettre des mèmes. On ne devient pas Steve du jour au lendemain. On a calé des petites choses comme ça pour faciliter le partage. Et ça, non seulement, ça permet d'augmenter le partage, mais en plus de créer petit à petit cette singularité qui change tout. Bien entendu, ça s'est adapté par rapport à votre clientèle. Si vous me dites que vous faites des produits de luxe, ou que vous vous adressez à un service, des services extrêmement haut de gamme, etc., il faut l'adapter par rapport à votre cible. Mais à chaque fois, vous pouvez quand même réussir à trouver un angle qui vous permet, entre guillemets, de ne pas être chiant, ou alors de faire en sorte de créer un minimum de sympathie. Un autre exemple d'une personne, si vous êtes sur LinkedIn, peut-être que vous voyez passer souvent, il en exaspère certains, il y en a d'autres qui le trouvent génial, etc. C'est Grégoire de Germinal. Eh bien, lui, ce qu'il a trouvé comme singularité, alors bien entendu, il écrit des posts, etc. Donc, vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Pareil, j'ai mis le lien, ça arrive directement dans tous ses posts sur LinkedIn. Mais à chaque fois, lui, il met un petit tracteur dans ses posts. Et au fur et à mesure, eh ben, en fait, les gens s'y sont habitués. Et ils se disent, OK, le petit tracteur, ça va faire toute la différence. Parce que les personnes se souviennent de son tracteur, ils vont poster des tracteurs en commentaire. Et en fait, ça va créer ce petit quelque chose, on se dit, Grégoire, c'est ça. Et en fait, il a ce petit quelque chose en plus des autres. Si vous voulez en savoir plus sur le personal branding, pareil, on a consacré beaucoup de temps avec Pierre et d'autres freelances qui nous ont aidés sur un guide pour comment développer son personal branding en tant qu'indépendant. C'est pour les indépendants. Je suis persuadé que les PME, les TPE, etc. peuvent aussi retirer beaucoup de conseils de ce guide. C'est un gros guide qui fait plusieurs milliers de mots. Vous pouvez aller regarder les parties qui vous intéressent le plus. Pareil, il y a le lien dans le document. Alors, une fois qu'on a fait ça, je recentre et j'essaye d'aller assez vite après pour avoir toujours pareil le temps pour des questions. Une fois qu'on a fait ça, on se dit on a posé les bases, on a essayé de travailler sur sa marque pour que sa marque soit plus forte, que ça crée de la sympathie, qu'on arrive à créer une relation, que la personne puisse s'identifier à nous quand on nous voit, etc., en tout cas notre cible. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher du trafic. On se dit qu'on a un seau qui n'est pas percé, donc on peut aller chercher du trafic et les personnes qui vont venir, elles vont rester. C'est le plus important et elles vont convertir. Donc là, il y a plein de méthodes qui existent. Et je fais une petite aparté juste avant pour ça, parce qu'il ne faut pas se noyer dans toutes les méthodes qui existent. Il faut se dire, je vais en mettre que quelques-unes en place. Et ensuite, là, j'en ai présenté certaines, mais il y en a plein d'autres. Encore une fois, c'est ce que je vous ai mis, il faut rester à l'affût après. L'idée là, c'est que vous présentez quelques méthodes de communication et quelques actions que vous pouvez mettre en place. Il y a plein d'autres choses de possibles. Donc, dites-vous bien que ce n'est pas du tout exhaustif. Ça vous donne des pistes de réflexion, des exemples. Et puis, je vais vous donner 2-3 critères qui permettent aussi de sélectionner et de vous dire, OK, cette méthode est plus adaptée pour mon cas ou cette méthode peut-être pour mon cas. Plusieurs choses avant. Pour savoir quelle action mettre en place. Moi, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de répondre à ces 4 questions. Quelle est la valeur que j'apporte à ma cible? Quand on met en place une action de communication, l'idée, c'est de se dire quand même, qu'est-ce que ça va faire à ma cible? Quel est l'objectif? Est-ce que je leur apporte de la valeur? Est-ce que je les fais rire? Est-ce que, voilà, c'est de bien comprendre qu'est-ce que j'apporte à ma cible. Est-ce que c'est compatible avec ma cible? Quel est le support que je vais choisir? Est-ce qu'il est bien en relation avec mes clients? Parce que pareil, vous pouvez avoir une super idée de choses à faire sur TikTok. Si vous faisiez les 60 ans et plus, le problème, c'est que ça va servir à rien. Enfin, il y en a certains, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Ensuite, quelle valeur ça m'apporte? Donc là, c'est quelle valeur ça apporte à vos clients, mais vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi vous mettez ça en place? Il faut faire très attention à ce qu'on appelle les vanity metrics. C'est-à-dire, de temps en temps, on se dit, ouais, ça va me faire 2000 abonnés en plus sur Instagram. Ok, c'est cool, mais tout ça, pourquoi? Ça vous sert à quoi? Est-ce que sur Instagram, vous arrivez à convertir? C'est vous poser ces questions. Ça vous apporte quoi à vous? Est-ce que ça vous apporte des clients? Est-ce que ça vous apporte des commandes si vous avez un e-commerce? Est-ce que ça vous apporte des demandes de mise en relation sur LinkedIn qui vont vous permettre de faire des partenariats? Voilà, il faut réfléchir à tout ça avant de mettre en place une action de communication. Sinon, on peut perdre son temps et son énergie. Et puis ensuite, combien est-ce que ça va coûter à la fois en temps et en argent? Vous posez ces 4 questions assez simples. Déjà, ça permet de défricher, de vous dire est-ce que c'est une bonne idée de lancer cette action de communication ou pas.
Ensuite, quand on lance une action de communication, moi, je conseille de toujours récupérer le contact. Donc, de se débrouiller si on fait un jeu concours pour récupérer l'adresse email. Quand je dis le contact, ça peut être l'adresse email, mais ça peut être aussi justement un abonné sur LinkedIn, ça peut être d'autres choses. Mais l'idée, c'est quand même de se dire comment est-ce que je fais pour attirer un prospect potentiel. Et ensuite, je vais être capable, moi, de dérouler et d'avoir une bonne expérience client. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais je vais être capable ensuite de garder le contact et de créer une relation. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de vendre ses services ou ses produits en une fois, c'est-à-dire en étant présent une fois, etc. Souvent, la personne, elle va voir une pub, puis elle va voir le site Internet, puis elle va voir les avis, etc. Et donc, l'idée, c'est de réussir à capter le contact parce qu'une fois qu'on a le contact, on va pouvoir recommuniquer à nouveau avec ce client. Ou ce prospect plutôt, s'il n'est pas encore client. Ensuite, c'est de toujours mesurer l'impact. Donc, l'idée, et à la fin, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule tout ça, donc vous n'avez qu'à le prendre et à le recopier. L'idée, c'est de vous dire, OK, quel impact cette action a eu, et c'est d'essayer de la chiffrer le plus possible. Généralement, si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas avec des millions en poche en train de vous dire, OK, je vais lancer une campagne de communication TV qui va me coûter 5 millions. Sinon, je pense que ces choses-là, vous êtes déjà pas mal au fait de comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de vous dire, vous n'allez pas faire des spots télé pour créer de la sympathie par rapport à votre marque globale auprès de millions de personnes. Non, l'idée, c'est de récupérer, soit de générer des commandes, soit de récupérer des contacts sur les réseaux sociaux, enfin des abonnés sur les réseaux sociaux, soit de récupérer des emails. Bref, c'est de vous dire au début, qu'est-ce que ça doit, quel impact doit avoir mon action de communication, et à la fin d'essayer de mesurer l'impact et vous dire est-ce que ça a fonctionné ou pas. Il y a trop de personnes qui lancent une balle à la mer et après qui se disent en fait ça fonctionne pas ou j'en sais rien. Autre chose à prendre en compte, une action de communication c'est toujours mieux que 5 moyennes. Ce qui compte, c'est pas de tout faire, c'est de choisir quoi faire et de bien le faire. C'est exactement comme pour les réseaux sociaux quand je dis il en faut 1 ou 2. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps et si vous êtes sur tous les fronts, vous n'allez pas réussir à être bon et donc ça va être compliqué de faire en sorte d'avoir un gros impact avec vos différents moyens de communication. Et puis ensuite, il faut bien comprendre une chose, c'est que fidéliser est beaucoup plus puissant et intéressant que convertir. Je vous dis tout ça alors qu'on parle de stratégie de communication, d'aller chercher du monde, parce que ça vous coûtera toujours plus cher d'aller chercher du monde que de fidéliser les personnes que vous avez déjà. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un compte Instagram avec 100 000 personnes. L'idée, c'est plutôt d'avoir un compte Instagram avec 10 000 personnes et que ces personnes-là achètent, commandent, soient engagées. Pour le premier moyen de communication, donc là, je vais enchaîner et présenter différents moyens de communication. Pierre en a déjà parlé, c'est avoir une stratégie de contenu. Donc, grosso modo, c'est créer du contenu. Ça, c'est un moyen qui est énormément plébiscité aujourd'hui, qui va être tout simplement d'apporter de la valeur accessible. Donc, de créer une newsletter, de créer un blog, d'être sur les réseaux sociaux, d'avoir des comptes thématiques, de se dire, voilà, par exemple, nous, avec Pierre et la boîte numérique, on a créé un compte de mèmes autour du monde des indépendants. Et donc, voilà, on ne fait que ça. C'est un peu une action de communication. C'est-à-dire que c'est pas un compte où on retranscrit ce qui se passe dans notre vie de freelance. C'est un compte qui est là pour mettre des mèmes, essayer d'aller chercher des gens avec un objectif précis qui est l'humour, etc. Donc, vous pouvez avoir plein de détails sur comment créer du contenu, ensuite la stratégie à mettre en place. Tout est dans la vidéo de Pierre, mais ça, c'est, on va dire, un gros moyen qui est utilisé aujourd'hui. Je dirais même presque que c'est le principal moyen par les indépendants et les petites entreprises. Puis ensuite, il y a plein d'autres moyens. Là, il y en a un qui est assez original, que moi, j'aime bien, qui est le concept de créer des sites Internet satellites. Si vous êtes assez familier avec la création de sites Internet, pas tout le monde, mais il y en a qui le sont, ou encore une fois, vous pouvez le faire pour des budgets qui sont réduits. J'ai quelques exemples. Par exemple, là, c'est Ulysse, un service qui permet de réserver des billets d'avion, et ils ont créé ce site-là pendant le premier confinement, qui s'appelle est-ce-qu'on-peut-partir.com, si ma mémoire est bonne, ou .fr. Et à chaque fois, vous pouvez remplir soit n'importe quel pays, et ça vous met, à chaque fois, ça vous met non, et puis ça vous met une petite punchline. Et là, ça récupère l'adresse email. Mais il y a plein d'autres exemples. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est YouPom, qui a été créé, je crois que maintenant le site n'existe plus, mais qui a été créé par Oasis, qui était un site internet parodique. Et ça, pareil, ça avait fait un petit buzz à l'époque. Il y a Doctrine, qui est une startup qui a créé un site qui s'appelle Je le jure, et qui est à destination des étudiants qui sont avocats et qui sont en fait leurs futures cibles. Et donc, pareil, vous pouvez créer des petits sites internet satellites et thématiques. Il y a un site de prévision de conditions de surf qui a créé, comme Est-ce qu'on peut partir, comme pour le service d'Ulysse.
est-ce qu'on peut surfer? Et la réponse, c'était juste non. Mais ça leur a permis de se positionner sur une requête SEO et puis surtout d'avoir un site où en fait les gens ils se l'envoyaient les uns entre les autres. Et derrière, eux, ça leur permettait d'attirer du trafic et de faire la promotion de leur service. Voilà, YouPom, je vous ai mis un petit screenshot parce que je crois que le site n'existe plus, mais c'était excellent, franchement, le top du top, ce qu'ils avaient fait Oasis. Ensuite, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre en place des partenariats. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est vraiment qui est pas mal utilisé et c'est pour une raison, c'est tout simplement vous n'avez pas encore de trafic ou pas assez. Bah, l'idée, c'est d'aller chercher des gens qui ont une audience, qui ont du trafic. Et donc là, encore une fois, il faut vous dire, est-ce que c'est cohérent avec ma cible? Donc, allez chercher des gens qui sont cohérents, c'est-à-dire qui ont la même cible que vous, la même audience, des personnes qui correspondent aussi à votre marque, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la même audience, mais si ça ne correspond pas du tout à votre marque, c'est pas intéressant. Ce que je vous disais, il vaut mieux des nano-influenceurs plutôt que des gros influenceurs, parce que déjà, ça va vous coûter moins cher, voire même rien ou juste quelques échantillons. Et souvent, ces petits influenceurs vont avoir une communauté qui est beaucoup plus engagée que les gros influenceurs. Et à propos d'engagement, eh ben, ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'engagement. Ce qui compte quand vous faites un partenariat, c'est de voir le taux d'engagement de votre partenaire. Est-ce que si ce partenaire ou cette partenaire va parler de vous, est-ce que vous allez avoir des bonnes retombées? Et dans ce cas, vous pouvez regarder ce que la personne a fait précédemment, ou si en l'occurrence, puisque partenariat, souvent on parle de réseaux sociaux, si vous travaillez avec des influenceurs, allez regarder comment ça réagit sur leurs réseaux sociaux. Est-ce que les gens commentent? Est-ce que les gens like? Est-ce que les gens suivent? Est-ce que c'est en mode « Ah, mais t'as trop raison, c'est génial, merci pour tout ce que tu fais, etc. » Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas beaucoup de retombées, mais juste un grand nombre d'abonnés? Et dans ce cas, c'est plutôt mauvais signe. Donc, il faut mieux se tourner vers un taux d'engagement qui est très fort et des petits influenceurs, ça sera plus intéressant. Ensuite, vous pouvez mettre en place, là, encore une fois, je déballe quelques moyens de communication. Vous pouvez mettre en place des jeux concours. Donc, ce qui compte pour les jeux concours, c'est qu'il y ait une grosse viralité. Pour qu'il y ait une grosse viralité, eh bien, il faut que dans les conditions pour participer aux jeux concours, les personnes doivent taguer en l'occurrence, ou en tout cas contacter d'autres personnes pour leur dire je te propose de participer à ce jeu concours. Et mettre, c'est très important parce que j'ai déjà vu des choses qui n'ont pas été faites. Donc là, je l'ai remis, que ça n'avait pas été fait, pardon. Mettre une photo du gars. J'avais lu un super article en anglais qui avait fait une comparaison et moi, j'étais tombé 1 ou 2 fois sur des jeux concours où il n'y avait pas eu de photo des gains. Et en fait, on peut avoir le même gain, mais pas de photo. Si la personne n'arrive pas à visualiser le gain, dans ce cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, de temps en temps, il y a des jeux concours, ça s'y prête parce que c'est des produits. Mais si demain, vous proposez un jeu concours avec plutôt le fait de gagner un service ou un petit quelque chose en plus, si on passe, voilà, si la personne gagne, elle a le droit à ça en plus, etc. Eh bien, l'idée, c'est vraiment d'essayer de représenter le gain, qu'on puisse le visualiser. Bien entendu, souvent, les jeux concours, ça peut être un mix avec des partenariats. Là, je vous ai mis un compte qui s'appelle Surf Report, qui a fait un partenariat avec une marque de combinaison qui s'appelle Ceros. Donc, vous voyez, et ça, c'est ce que je vous ai mis après, souvent, les moyens de communication, ils sont mixés. Et ce qui compte pour les jeux concours, c'est que ça soit simple. C'est-à-dire que si vous faites gagner différentes choses, faites-les gagner en différents jeux concours. Si vous voulez faire un jeu concours, évitez de mettre 26 conditions. Voilà, ce qui compte, c'est que le post puisse devenir viral, plus que ça vous rapporte quelque chose, des adresses email, des abonnés ou autres. Mais ensuite, ne mettez pas 36 000 conditions comme aller liker le compte Instagram de ma petite sœur parce que ça lui fait plaisir et autant faire d'une pierre deux coups. Ensuite, vous avez les relations presse aussi qui peuvent vous permettre d'aller amener du monde. Encore une fois, on va aller chercher quelqu'un qui a déjà une audience. Pour les relations presse, c'est le fait tout simplement qu'il y ait des articles de presse à propos de nous. Donc, vous avez des agences spécialisées là-dedans. Ça peut coûter assez cher. Donc, de temps en temps, il y a pas mal d'indépendants qui vont essayer de le faire tout seuls, qui vont proposer à des médias directement de rédiger eux-mêmes des articles. Ça permet aux médias de gagner du temps et à ces indépendants de publier dans les médias et d'être visibles. Vous pouvez aussi faire en sorte de faire du newsjacking. Donc, le concept, c'est tout simplement quand un média va parler d'un sujet, comment est-ce que vous pouvez faire pour rebondir dessus, contacter le journaliste. Vous voyez, à chaque fois, on a le journaliste qui a écrit l'article, le contacter, lui dire bah, « Tiens, à propos du sujet que tu as écrit, moi, j'ai quelque chose à dire en plus et regarde notre service, tu pourras en parler, ça pourrait intéresser les lecteurs, etc. » Et puis ensuite, vous pouvez faire de la presse sponsorisée. Alors là, la presse sponsorisée, ça, c'est si vous avez un budget un peu plus élevé. L'idée, c'est d'aller voir des médias et de leur dire, bah voilà, est-ce qu'on peut écrire un article et vous allez pousser cet article
auprès de votre audience et nous, on vous paye en échange. Vous pouvez faire un webinaire, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Hop, à propos de création de contenu. Vous pouvez faire de la publicité payante, ça c'est un autre monde. Là, on parlait, alors c'est des choses qui coûtent de l'argent quand même, de faire ce dont on vient de parler, mais ensuite, vous pouvez quand même faire de la publicité payante, c'est un moyen de communication. Il y a deux façons de promouvoir à chaque fois. C'est soit faire en sorte d'aller sur des plateformes où l'utilisateur recherche quelque chose, comme sur Google. Google, on a de la pub quand on recherche quelque chose, pareil sur Amazon, ou alors c'est quand l'utilisateur se balade sur une app. Et là, c'est Facebook, Instagram, etc. Donc, il y a deux moyens de faire de la publicité. Pareil, la publicité, c'est un sujet qui est très vaste, qui peut être un peu plus complexe. Ça peut coûter très vite cher. Donc, moi, ce que je vous conseille, encore une fois, si vous n'êtes pas expert dessus, c'est au moins d'aller lire un peu de documentation ou d'essayer de trouver un indépendant ou une agence qui peut vous aider là-dessus. Et puis, là, je vous ai présenté quelques moyens de communication. L'idée, encore une fois, c'était de vous aider à structurer votre com. Et ensuite, on va pouvoir prendre quelques questions. J'ai été un peu bavard. J'espère qu'on va avoir le temps. Mais l'idée, c'est de rester à l'affût, de suivre des personnes qui parlent justement de tous ces moyens de communication. Il y a un super site qui s'appelle Marketing Example que je vous conseille vraiment de suivre. Je vous conseille aussi de s'abonner à leur newsletter. Regardez la concurrence, abonnez-vous aux sources d'infos, c'est le plus important. Et puis, voilà, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la communication, souvent, ça s'entrecroise. C'est un savant mix. Et voilà, à la fin, je vous ai mis un petit tableau, si vous voulez, un tableau d'aide à la décision. Ce que vous faites, c'est que vous mettez les différents noms des actions de communication, en quoi ça consiste, sur quel support ils vont être présents, quels sont les objectifs, combien ça va vous coûter. Et puis ensuite, les résultats, ça va vous permettre d'améliorer votre communication. Voilà, là, j'ai résumé à la fin. On fait en sorte qu'on puisse être visible sur Internet et compris. Ensuite, on rajoute une petite pincée de sel et puis on met des actions en place pour se faire connaître. Voilà, vous savez tout. À la fin, vous avez tous les contacts si vous voulez. Et merci beaucoup pour votre écoute. Super. Merci beaucoup, Théo. Alors, on a une question pour l'instant. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez sur l'onglet questions. Il y a Martin qui demande, en plus du site internet, de Google My Business et des réseaux sociaux, est-ce que tu conseilles aussi l'utilisation d'une newsletter? Oui, bien sûr. Moi, je suis un très grand fan de la newsletter. Je pense qu'aussi, et ça, Pierre en parle très bien dans son webinaire, mais aujourd'hui, il y a une vraie problématique quand vous créez du contenu qui est la distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on disait il faut créer du contenu. Maintenant, il y a une vraie problématique. Comment est-ce qu'on fait pour le distribuer? Parce qu'il y a trop de contenu. On est sous l'eau souvent. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour bien le distribuer, pour que les personnes nous lisent vraiment et lisent nos conseils. Et là, la newsletter, c'est hyper pertinent parce que ça permet d'envoyer des petits grains d'informations petit à petit. Je conseille d'en faire une. Il faut savoir que c'est chronophage. Une vraie newsletter, c'est très, très chronophage. D'écrire des newsletters tous les mois avec la notion de temporalité. Après, il y a la newsletter automation, qui est le fait de créer un parcours email. Et quand une personne s'inscrit, elle commence par le premier email et petit à petit, elle le suit. C'est exactement ce qu'on fait sur la boîte numérique. C'est ce que fait Pierre avec les petits hacks marketing. Donc ça permet de gagner du temps, mais pareil, ça prend beaucoup de temps au départ. Moi, je conseille de le faire, mais je considère que c'est une action de communication. C'est-à-dire que si vous vous dites il me faut absolument une newsletter pour poser des bases, je pense qu'il faut d'abord poser les bases dont on a parlé, le trio site, Google My Business, réseaux sociaux, et ensuite se dire pourquoi pas créer une newsletter. Moi, je suis un grand fan de newsletter. D'accord. Donc, je conseille beaucoup. Ouais. Okay. Donc, pour toi, ça viendrait dans un second temps. Moi, je conseillerais de mettre ça dans un second temps. Mais oui, c'est une très bonne technique. Je vous conseille Sendinblue comme outil. Donc, envoyer en bleu en anglais, Sendinblue. Et c'est un outil qui est français et qui vous permet surtout avec la version gratuite de faire pas mal de choses. Voilà, parce que je sais que les outils peuvent vite coûter cher et Sendinblue a un rapport qualité-prix encore carrément acceptable. Donc, moi, je conseille, si vous créez une newsletter, de faire ça et si possible, de faire une newsletter automation. Ok, super. Alors, il y a Brigitte qui demande si on devait choisir entre Facebook et Instagram, la possibilité aussi d'automatiser les publications Instagram, est-ce qu'elle existe sur Facebook aussi ou pas? Entre Facebook et Instagram. Alors, ça dépend un petit peu de la cible, mais moi, je suis
forcément tenté de dire créer un compte Instagram plutôt que Facebook. J'ai l'impression que Instagram reste quand même très saturé, mais Facebook, j'ai l'impression qu'on est vraiment saturé comme jamais. Et il y a beaucoup de marques. J'avais lu, je me souviens plus, ils avaient 70 000 abonnés. C'était une autre newsletter qui est Outjo, une newsletter de communication qui parlait de ça. Ils avaient interviewé une marque qui avait une page Facebook avec 70 000 fans et qui avait arrêté de faire ce qu'on appelle du community management et qui avait gardé la page Facebook pour faire de la publicité. Et donc c'est bien un signe. C'est-à-dire que même avec 70 000 fans, ils avaient arrêté de poster gratuitement parce qu'en fait, ils disaient ça a plus d'impact. Donc moi, je pense que Facebook, en ce moment, c'est très compliqué. Ce qui est puissant sur Facebook, c'est d'avoir des groupes plutôt que d'avoir des pages. Donc si jamais vous voulez aller sur Facebook, moi, je conseille plutôt de créer un groupe thématique et d'essayer de rassembler du monde dedans. Et voilà, comme ça, c'est beaucoup plus interactif. Les gens se parlent entre eux, ça crée une espèce de mini-communauté. Et créer une communauté, c'est très puissant aussi. Tout le monde ne peut pas le faire parce que ça nécessite du temps. Mais donc, si on va sur Facebook, je conseille de créer un groupe plus qu'une page. Et entre Facebook et Instagram, un profil Instagram et un compte Facebook, je conseille plus de créer un profil Instagram. Après, ça dépend quand même de l'activité. Voilà, Instagram, c'est très visuel, ça dépend de l'activité, mais moi, je trouve que pour l'engagement, c'est beaucoup plus… l'engagement sur Instagram, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'engagement. Ouais. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, nous, on a chez Shine un groupe Facebook qui s'appelle Shine Community. On est une communauté d'entrepreneurs. Je pense que pas mal de gens qui participent à ce webinaire en font partie. Et c'est vrai que, ouais, pour être totalement honnête, nos statistiques organiques sur Facebook ont peine à décoller parce que les algorithmes changent très, très souvent. C'est vraiment un éternel recommencement au niveau des algorithmes. Et surtout, comme tu dis, les gens sont très, très présents sur Facebook, ce qui fait que la plateforme est très, très saturée. Et sur Instagram, comme je disais en tout début de présentation, vous avez un webinaire qui a été animé par Emmanuel, où elle explique un petit peu les bonnes pratiques pour utiliser son compte Instagram, choisir les bons contenus, etc. Donc sur notre compte YouTube, vous pourrez trouver ce webinaire. Alors, on va essayer de prendre encore une ou deux questions. Alors, il y a Philippe qui accompagne une personne qui est très frileuse sur Google My Business par crainte des faux avis. Ces prestations étant de haut de gamme, le volume de clients est faible et donc le nombre d'avis qu'elle pourra récolter aussi. Est-ce qu'il y a un recours possible? C'est une super question. Alors, il faut savoir que Google a quand même un algorithme pour les faux avis, aussi bien qu'il soit positif que négatif, même si ça reste compliqué, mais c'est-à-dire qu'il bloque quand même de mieux en mieux les faux avis. Après, rien n'empêche à un concurrent qui a un vrai compte Google de mettre un mauvais avis, c'est-à-dire qu'il ne sera pas bloqué par le filtre Google. C'est compliqué d'avoir des retours, c'est pour ça aussi que la véracité de l'info sur les fiches Google My Business… alors, bien sûr, on peut mettre des faux avis, mais c'est aussi parce que, justement, on ne peut pas enlever dès qu'il y a un avis qui ne nous va pas. Dans ce cas, il y a plusieurs options. Soit, l'idée, c'est quand même de tester avec possibilité, pourquoi pas, de fermer cette fiche Google My Business si jamais vraiment c'est un désastre. Mais c'est de tester avec ça, sachant qu'il faut quand même se dire que pour que quelqu'un aille mettre un mauvais avis, il faut soit être vraiment malveillant, soit vraiment se donner du mal, c'est-à-dire être absolument pas satisfait de la prestation. Je sais que ça reste possible et que du coup, au niveau des recours, c'est problématique après parce qu'on ne peut pas supprimer les avis. Par contre, pour avoir vu quand même beaucoup de choses arriver, c'est-à-dire que oui, j'ai déjà vu des abus, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Et donc finalement, c'est un peu un cas qui peut arriver, mais qui n'arrive pas si souvent que ça. Donc moi, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Après, ce qui compte, c'est souvent ce que j'explique. Là, je n'ai pas développé, mais dans les avis, ce qui compte, c'est de répondre aux avis et surtout aux avis qui sont négatifs. Donc, ce qui compte, c'est que quand quelqu'un arrive sur une fiche Google My Business, elle voit les bons avis. Et si elle voit un mauvais avis, elle voit que la personne ou l'entreprise y a répondu de façon à dire tu n'es pas satisfait ou satisfaite, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu le deviennes? Et je prends soin de toi, je m'occupe de toi. Et en fait, ça envoie un signal qui va dire de toute façon, bonne ou mauvaise expérience, je suis là pour proposer une satisfaction totale à mes clients.
Donc voilà, moi, niveau recours, pour répondre à la question, c'est pas possible. Je conseille quand même d'y aller, de jeter un coup d'œil, de voir comment ça se passe. Et en fait, d'être proactif dans le fait d'aller chercher des avis. C'est-à-dire qu'aller chercher des avis, c'est aller chercher des bons avis. Donc, demander aux personnes avec qui on a travaillé, où on sait que ces personnes-là sont satisfaites, à ses partenaires, etc., si ces personnes peuvent mettre des avis. Et en fait, ça permet déjà d'aller récolter un nombre d'avis avant qu'éventuellement il y en ait un mauvais qui arrive. Super. Et je vois juste rapidement la question de Max qui dit: tu conseillais Marketing Example, tu lis un lien vers cette newsletter, je peux aller le chercher, mais grosso modo c'est Marketing Example mais en anglais. Donc en tapant ça, normalement c'est le premier lien sur Google. Voilà, je prends le lien, je l'envoie dans le chat. Parfait. Et c'est super, il a une newsletter. En fait, tous les éléments de sa newsletter après sont présents sur son site internet, donc il y a moyen de récupérer le retard. Super. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier, Théo, pour ta présentation. Merci beaucoup. Et dans le chat, je vais vous envoyer 2 liens. Donc, le premier, c'est si, comme Théo, vous avez envie de me proposer un webinar, d'animer quelque chose qui fait partie de votre expertise, que vous voulez partager au reste de la communauté, je vous envoie ce petit lien pour remplir un formulaire. Et le second, c'est un lien pour vous inscrire au prochain webinar organisé par Shine. Je vous envoie ça. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Un grand merci à Théo et puis à très très bientôt. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous pour d'avoir été présents. Et bon appétit. Merci, bon appétit. Au revoir. Ciao.